Bienvenue dans Pulse ta vie, une série où nous explorons le bien-être psychique dans une vision globale et intégrative. Ici, la santé mentale n'est pas seulement un fonctionnement du cerveau, c'est une dynamique vivante entre le corps, les émotions, l'esprit et l'environnement. Au fil des épisodes, nous allons explorer ensemble des thématiques essentielles, le sommeil, l'alimentation, le mouvement, la danse, la respiration, la créativité, les relations, la nature, autant de portes pour mieux comprendre et accompagner l'être humain dans sa complexité. Parce que l'équilibre ne se construit pas seulement pendant une séance de psychothérapie, chaque épisode vous proposera aussi des pistes et des pratiques à expérimenter dans votre vie quotidienne. C'est en dehors des séances, dans vos choix et vos actions, que votre mieux-être prend véritablement vie. Mon objectif, c'est de vous offrir des repères, des réflexions, des expériences qui nourrissent autant la pratique professionnelle que le chemin personnel. Installez-vous confortablement, prenez un instant pour respirer et laissez votre rythme intérieur pulser. Pulse ta vie, c'est le rythme vital de l'esprit et du corps, une pulsation de bien-être. Pour ce premier épisode, nous allons plonger dans le monde du sommeil. L'idée de dormir est une drôle d'introduction à la vitalité. Et pourtant, le sommeil n'est pas un temps passif. Le sommeil est en réalité une activité fondamentale pour notre équilibre psychique. Il régule nos émotions, consolide nos apprentissages et soutient notre santé globale. Avec ma stagiaire en psychologie, nous avons mené une petite recherche et recueilli des témoignages cliniques pour comprendre comment nos nuits influencent nos journées. Alors, pourquoi dort-on ? Que se passe-t-il lorsque notre sommeil est perturbé et comment en prendre soin dans une approche psychologique et holistique? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Bonjour Keren, tu es Keren Antonio d'Acosta, tu as 21 ans et tu es stagiaire en psychologie avec moi à la maison de santé Simone Veil de Pléneuf-Valandré. Tu vas rentrer là en deuxième année de psychologie à l'Université de Brest cette année, 2025-2026. Et tu as réalisé, dans le cadre de ce stage, une recherche sur le sommeil et des entretiens cliniques avec des patients souffrant de troubles du sommeil. Tu es venu aujourd'hui pour nous en parler, pour nous parler de ton travail de recherche. Et pour commencer, je voudrais te demander comment tu vas. Bonjour Emmanuel, merci de me recevoir ici avec toi. Et je vais très bien, merci. Je suis très contente de pouvoir participer à ce podcast avec toi, du coup au stage qu'on a effectué toutes les deux. Donc prête à commencer et à expliquer un peu ce que j'ai pu faire, quoi. Qu'est-ce que tu peux nous dire de toi pour compléter cette présentation? Est-ce qu'il y a des choses que tu auras envie d'ajouter ou pas? Que du coup je suis très intéressée par la psychologie en général, surtout tout ce qui est en lien avec le cerveau. Donc c'est vrai que le sujet du sommeil m'a tout de suite plu et intéressé. Je le trouvais assez pertinent avec ce qui m'intéresse déjà de base, quoi, et par rapport à mes études aussi, évidemment. Est-ce que tu peux nous dire comment tu en es arrivé à faire de la psychologie? La psychologie m'a intéressée parce que quand j'étais enfant, j'ai vu une psychologue que je trouvais très fascinante dans sa manière d'aborder les choses avec moi. Et finalement, c'est elle, en fait, qui m'a donné envie. C'était un peu un modèle et j'avais un peu envie de reproduire ça aussi plus tard. Et depuis, j'ai toujours gardé cette envie de faire de la psychologie. Et forcément, avec le temps, ça s'est affiné et j'ai un peu compris ce qui m'intéressait vraiment dedans aussi, quoi. Qu'est-ce que tu as appris sur le sommeil et qui t'a le plus surpris? Alors c'est vrai que c'est un sujet que je connaissais pas tant que ça, enfin, du moins si, en surface, mais pas forcément en profondeur. J'en savais pas autant sur les différents, stades du sommeil qui existaient, même sur les différentes aussi hormones qui étaient liées, au sommeil, ce que j'ai trouvé d'ailleurs très intéressant et surtout dans les croyances, l'effet aussi, d'avoir des rythmes réguliers, que l'importance finalement, d'avoir vraiment, une bonne relation, avec aussi son lit et en général avec le fait d'aller dormir et pas avoir toutes ces inquiétudes autour de ça. Et je trouvais ça vraiment intéressant que souvent finalement c'est des choses qu'on met un peu de côté, on se dit pas qu'il y a autant d'importance, quoi. Et c'est quoi finalement le sommeil? Alors le sommeil, tout simplement, c'est l'état quand enfin, le corps se met en repos, c'est-à-dire que du coup, on va se coucher, mais le cerveau reste actif. Et pendant ce moment-là,
on se repose et on reprend des forces, que ce soit autant physique que du coup mental. Parce que comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est que à ce moment-là, en fait, le cerveau se régénère et du coup, toutes les cellules se régénèrent aussi et tout ce qui a été accumulé, les mauvaises toxines et tous les déchets finalement sont rejetés. Et à ce moment-là aussi, le cerveau mémorise beaucoup de choses qu'on a appris et tous les apprentissages sont acquis et ancrés dans la mémoire, quoi. Est-ce qu'il y a un temps minimum de sommeil à respecter pour se sentir en forme et remplir toutes ses fonctions? Alors oui, il est conseillé de dormir minimum 7 heures par nuit. Bien évidemment, ça enfin, c'est des horaires, enfin des heures qui vont évoluer en fonction de l'âge. Donc quand on est enfant, forcément les enfants, comme on le sait bien, ils ont besoin de bien plus de sommeil parce que bah, c'est à ce moment-là aussi qu'ils grandissent et vraiment qu'ils se développent. Mais pour un adulte, c'est vrai que 7 heures minimum, c'est ce qui est conseillé aussi, quoi. C'est vraiment ce qui est le bien pour se régénérer et avoir un bon repos. Ça veut dire quoi, bien dormir? Finalement, bien dormir, c'est surtout bien reposer, c'est-à-dire que de ne pas avoir des réveils à répétition dans la nuit, dans le sens où avoir des réveils nocturnes, c'est normal, donc d'avoir besoin d'aller boire de l'eau, d'aller aux toilettes, tout ça, mais pas avoir des réveils qui durent dans le temps, qui nous empêchent bah, de se rendormir et que forcément le matin, certes, peut-être on a eu l'impression d'avoir dormi 8 heures, mais dans ces 8 heures-là, on s'est réveillé 4 fois, on est resté sans doute 4 heures à se retourner dans notre lit, à rester éveillé, et forcément ça, ce n'est pas bien reposé, c'est pas bien dormir non plus, quoi. Est-ce que toi, Karen, tu estimes ou tu dirais que tu dors bien? J'essaye du moins de bien dormir et forcément avec le stage, bah, j'ai appris énormément de choses et énormément aussi de bonnes habitudes à avoir et de techniques pour mieux gérer son rythme de sommeil. Donc désormais, je dirais que je dors mieux parce que j'ai vraiment pris conscience de l'importance de tout ça et j'essaye de mettre en œuvre ce que j'ai pu proposer aussi à différentes personnes, quoi. À partir de quand ou à partir de quoi on parle du trouble du sommeil, de troubles du sommeil? Alors on peut commencer à parler de troubles du sommeil à partir du moment où plusieurs fois dans la semaine, on dort mal, on dort très peu et surtout si, bah, du coup 7 heures minimum, mais s'il y en a des personnes qui dorment moins de 5 heures, là on peut parler de troubles du sommeil. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont besoin que de 6 heures, ce n'est pas alarmant. Il y a des personnes qui ont besoin de 8 ou 9 heures, ça non plus c'est pas alarmant. Mais à partir du moment où on est au-dessus de 9 heures de sommeil et en dessous de 5 heures, là on peut parler de troubles du sommeil, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de l'évolution du sommeil en fonction de son âge, en quantité et en qualité? Du coup, on peut peut-être commencer par expliquer les différents stades du sommeil. Donc, il en existe trois. Il y a le sommeil lent léger, donc c'est la phase de transition où on entre finalement dans le sommeil. Donc là, les muscles commencent à se relâcher. Durant cette phase-là, il est très simple de nous réveiller parce qu'on n'est pas encore vraiment dans un sommeil qui est profond et qui est vraiment ancré. Ensuite, il existe bah, le sommeil lent profond. Donc, comme je disais là, il est plus difficile de nous réveiller. C'est pendant cette phase du sommeil que bah, les apprentissages se font et que les acquis se font et que là aussi, du coup, les cellules se régénèrent. Donc, ce stade-là a vraiment une importance qui est fondamentale. Donc, il n'est pas à négliger. Il se trouve généralement au début de sommeil, donc de cycle. Donc, c'est très bien comme ça. Et ensuite, le dernier stade, c'est le sommeil paradoxal. Donc le stade là, c'est quand le cerveau a une activité qui est proche du coup de l'éveil. Et c'est pendant aussi ce stade qu'on fait énormément de rêves. Et généralement, quand on se réveille durant ces moments-là, on a beaucoup de facilité à se souvenir de nos rêves. Concernant du coup l'importance des heures selon l'âge, donc comme j'ai dit tout à l'heure, pour les enfants, ils dorment davantage parce qu'ils ont beaucoup plus besoin aussi de se développer. Donc, du coup, c'est pendant ces moments-là qu'ils le font. Donc, leur besoin en sommeil et en repos est très élevé. Pour un adulte, là, les besoins sont un peu moindres, enfin 7 heures minimum, mais on se repose bien pendant ces 7 heures. Et c'est plus quand on avance vraiment dans l'âge
et aux alentours de peut-être 50-60 ans, où là, ce qui joue, c'est aussi les hormones. Donc avec les hormones, on dort beaucoup moins la nuit, mais on aura plus besoin de se reposer en journée. Donc là, généralement, les personnes ont besoin de 6 heures de sommeil parce qu'elles n'ont pas autant ce besoin que les enfants avant, enfin, qu'ils avaient quand ils étaient enfants. Donc on dort moins, on a l'impression de moins dormir, mais c'est pas pour autant qu'on dort mal. C'est juste que forcément, avec l'âge, l'hormone du sommeil est aussi moins présente dans le corps. Et puis tous les changements aussi hormonaux, notamment pour les femmes. J'inclus du coup la ménopause. Quand une femme arrive à la préménopause ou est ménopausée, elle a du coup l'hormone féminin qui baisse énormément, ce qui crée finalement un dérèglement. Et donc ce dérèglement aussi joue sur le sommeil, ce qui fait que à ce moment-là, on dort beaucoup moins. Enfin, ces femmes dorment moins aussi, quoi. Donc voilà ce qui fait que chacun, selon l'âge, n'a pas besoin du même taux de sommeil. Est-ce que tu veux bien évoquer quelques pathologies du sommeil? Qu'est-ce qu'on connaît comme pathologie? Celle qu'on connaît le plus, c'est l'insomnie. C'est d'ailleurs le trouble qui touche le plus la population. Donc l'insomnie se caractérise par des difficultés d'endormissement et des difficultés surtout à rester endormi durant toute sa nuit de sommeil. Il existe d'autres troubles aussi comme le trouble des jambes sans repos. Alors c'est un trouble qui se manifeste très souvent la nuit. Il se caractérise par des douleurs au niveau des jambes, ce qui fait que c'est très gênant pour les personnes atteintes de ça parce que donc elles ont un besoin qui est frénétique de absolument bouger leurs jambes, ce qui fait que forcément pour leur sommeil c'est pas l'idéal parce qu'elles peuvent pas se reposer si elles sont tout le temps à essayer de soulager les douleurs qu'elles ressentent au niveau des jambes. Il existe aussi l'apnée du sommeil, qu'on retrouve aussi, énormément. L'apnée du sommeil se caractérise par, donc durant la nuit, des coupures de sa respiration. Donc forcément, quand on est en train de dormir et que d'un coup, la respiration se coupe, ça nous réveille. On essaye de reprendre comme on peut sa respiration. Donc ça, c'est des troubles qu'on retrouve énormément. Il en existe bien évidemment d'autres qui sont un peu plus rares quand même, que je pourrais vous dire, je sais pas, le bruxisme, qui est aussi un autre trouble. Alors là, c'est plutôt des grincements de la mâchoire durant la nuit, ce qui fait que du coup la mâchoire elle est tout le temps contractée, donc les muscles ne sont pas du tout relâchés. Donc on ne peut pas se reposer quand le corps est toujours contracté par des mouvements là du coup de la mâchoire. Et ce qui fait aussi que c'est un problème parce que ça nuit énormément à la bonne qualité de l'émail des dents. Alors ce trouble, on ne peut pas forcément s'en rendre compte seul. C'est souvent un spécialiste, un dentiste qui s'en rend compte du coup à la qualité de l'émail qui est plus forcément bonne, qui est extrêmement polie, ce qui est assez dangereux. Ou alors à notre partenaire qui, durant la nuit, peut entendre les contractions de la mâchoire. Est-ce que tu peux nous parler des différentes thérapies qui existent et qui pourraient avoir un impact positif sur le sommeil? Dans toutes ces thérapies, dans tout ce qui est proposé, bien évidemment, pour essayer d'avoir un meilleur sommeil, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est méditation. Donc, ça peut être une méditation guidée avec des vidéos qui permet qu'avant le moment d'endormissement, de se préparer vraiment à ce moment-là, donc de calmer notre corps et d'être dans de bonnes conditions. Il y a d'autres thérapies comme la TCC, qui est la thérapie cognitivo-comportementale. Cette thérapie, en fait, elle consiste à revoir la manière de penser le sommeil et surtout le comportement qui est lié à celui-ci. Donc il existe des protocoles par rapport à ça, ce qui fait qu'en fait on va essayer de se réapproprier en fait la relation qu'on a au sommeil et qu'on a aussi au lit en général, donc en incluant de nouvelles habitudes pour pallier à ça. Il existe aussi d'autres thérapies comme l'EMDR,
qui, elle, plutôt, elle va être utilisée quand ce qui trouble le sommeil est lié à des traumatismes qui sont antérieurs ou actuels. Donc là, c'est-à-dire qu'on va, avec cette méthode-là, essayer, donc durant une séance, de repenser aux choses qui troublent le sommeil ou aux choses qu'on pense avant d'aller s'endormir et d'ainsi pouvoir y faire face sans y être, enfin sans être directement dans le lit au moment d'aller se coucher, mais comme ça on peut essayer de passer outre avec la thérapie, quoi. Et enfin, c'est en tout cas les techniques qui sont les plus utilisées. Sinon, bien sûr, il y a tout ce qui est cohérence cardiaque et aussi yoga pour vraiment calmer le plus possible la personne avant d'aller se coucher et de revenir sur un rythme calme, quoi, si je peux dire. Et est-ce que tu as des conseils à donner justement pour améliorer la qualité du sommeil? Le fait que quand on se réveille, de ne pas rester dans son lit, c'est-à-dire que de se lever, de faire une activité, de sortir du lit, de par exemple aller lire, faire du yoga, faire de la couture, vraiment quelque chose de calme qui est pas là, qui serait pas à exciter le cerveau. Et après, dès qu'on sent le sommeil revenir, retourner se coucher. Il existe aussi d'autres techniques pour essayer de s'endormir mieux, c'est-à-dire que il y a il y a la technique du shuffle cognitif, c'est-à-dire que on prend un mot par exemple lampe, et avec lampe, donc avec le L de lampe, on va essayer de s'énumérer le plus de mots possible, commençant par la lettre M, enfin L, pardon, excusez-moi, ainsi de suite jusqu'à arriver au E de lampe. Mais généralement, on se rend compte qu'avec ça, on n'arrive pas au E parce que le cerveau, souvent, il se déconnecte avant et on sent le sommeil arriver. À ce moment-là, on peut retourner se coucher. Il y a aussi une autre technique qui est plutôt là de l'imagination mentale. Enfin, c'est-à-dire que donc tout ça, c'est des techniques à faire en dehors du lit, évidemment. On s'imagine rentrer dans une pièce d'un ami qu'on peut connaître. Et au fur et à mesure où on avance dans cette pièce, il faut essayer de se remémorer le plus possible de choses qui peuvent se trouver. Par exemple, on arrive, on se dit, bah, je sais qu'à droite, il va y avoir un aquarium, et qu'ensuite, quand je vais avancer, je vais trouver le canapé rouge de mon ami, et ainsi de suite. Et ça aussi, ça permet d'arriver à l'endormissement et de là, à ce moment-là, pouvoir retourner dans son lit et dormir, quoi. Est-ce qu'il y a des choses à éviter, d'autres choses plutôt à introduire? Et aussi, je parlais du portable à l'instant, est-ce que c'est avéré, en fait, le fait de ne pas de devoir éviter d'utiliser le portable avant d'aller dormir, ou est-ce que c'est une croyance erronée? Alors pour le portable, c'est quand même c'est une croyance assez erronée parce qu'en soi, c'est pas l'utilisation du portable en lui-même qui est problématique, mais plus ce qu'on va regarder sur le portable. C'est sûr que si sur le portable, on est là, on regarde une série d'actions, forcément, en fait, ça va stimuler le cerveau, alors que si on est là et que sur notre portable, on regarde des vidéos de méditation, de yoga ou d'ASMR, et l'activité, elle sera différente parce que c'est des activités, enfin, c'est ce qu'on va regarder là, c'est des choses qui vont nous aider finalement à nous endormir. Donc ça aura un impact différent sur que si on regardait un film ou notre série préférée, quoi. Donc c'est plus, ce qui est important, c'est vraiment plus redéfinir ce qu'on va regarder sur nos écrans que vraiment dire que c'est l'écran qui est le diable finalement de notre sommeil, quoi. Sinon, ce qui est à éviter aussi, c'est bah, de d'être dans son lit et de lire des livres pendant des heures ou de regarder justement une série ou un film dans son lit parce que finalement, de faire ces activités-là dans le lit, même manger ou autre, ça fait que on dérègle finalement la relation qu'on peut avoir avec le lit parce que le cerveau peut pas l'associer au moment du coucher et au fait que là, il faut se reposer et il faut éteindre toutes les connexions si on est tout le temps connecté à faire autre chose. C'est vraiment se réapproprier la relation là qu'on a au lit. Donc,
vraiment définir que le lit au sommeil et à la rigueur, aux pratiques sexuelles aussi. C'est vraiment juste définir ces limites-là qu'on a avec le lit. Et sinon aussi, évidemment, il est déconseillé de faire des activités sportives intensives avant d'aller se coucher parce que faire ça, ça fait que ça augmente en fait déjà l'endorphine et surtout la température corporelle parce que en fait, avant de se coucher ou quand on va se coucher, le corps baisse énormément en température, il se met dans des bonnes conditions pour s'endormir. Donc si quelques heures avant, on a fait du sport, donc on a augmenté considérablement la température, il mettra plus de temps à redescendre, donc forcément on mettra plus de temps à aller se coucher, enfin à s'endormir. Donc il est aussi conseillé de ne pas prendre des douches chaudes. Donc c'est plus intéressant justement de prendre des douches froides, donc déjà en amont, commencer à baisser la température de notre corps. Donc voilà, donc ça aussi c'est des choses intéressantes. Et ce qui est en question avec le sommeil, c'est d'éviter d'avoir des repas qui sont beaucoup trop lourds le soir. Si on est intolérant au gluten, éviter de manger du gluten le soir parce que forcément c'est lourd dans l'estomac, ça fait énormément de travail de digestion. Et quand on va se coucher avec le ventre qui est tout lourd et ballonné, on a tendance à mal dormir, à se réveiller, à se tourner et retourner parce que on se sent pas forcément à l'aise en fait, parce qu'il se passe plein de choses finalement au niveau de notre estomac qui aident pas du tout à nous endormir, qui favorisent pas du tout un bon environnement quoi. Et l'alcool aussi, oui, et tout ce qui est aussi caféine, c'est des choses qui sont déconseillées aussi, quoi. Et en parlant d'environnement, ce qui est plutôt conseillé et important, c'est de dormir dans des chambres déjà qui ne sont pas trop chaudes, à des températures entre peut-être 18 et 20. Et surtout, dormir dans le noir complet, c'est le mieux. Et surtout aussi, être surtout dans le silence complet, de ne pas avoir de distraction, de ne pas entendre des choses, parce que forcément, quand on commence à s'endormir et que d'un coup on entend un bruit, ça casse en fait le moment où on rentre dans un cycle. Et toutes les personnes forcément qui ont des animaux, éviter de dormir avec elles parce que quand on dort avec un animal, on n'a pas le même rythme que lui. Donc nous, quand on va aller dormir, lui déjà, ça arrive qu'il veut le jouer, donc forcément aussi ça nous perturbe. Puis il se réveille dans la nuit, il nous monte dessus, donc tout ça, c'est des choses qui ne favorisent pas du tout notre sommeil, quoi. Et le fait d'avoir aussi l'animal sur nous, ça nous réchauffe ça aussi, et on a tendance à avoir chaud, à se réveiller dans la nuit parce qu'on a des bouffées de chaleur, donc c'est pas forcément les conditions les plus favorables à l'endormissement, quoi, et à un bon sommeil. Et qu'est-ce que tu penses des siestes? Parce que quand on est fatigué, l'après-midi, on a envie de faire une sieste, on en pique du nez, on a des signes de fatigue, de somnolence. Est-ce que tu conseillerais de faire une sieste ou pas? Je pense qu'en fait, il faut garder justement cette fatigue qui est là, donc éviter de faire une sieste. Comme ça, on accumule vraiment toute la fatigue, et comme ça, le soir, il est plus simple en fait de s'endormir parce qu'on aura toute la fatigue qui aura été accumulée. Donc en fait, c'est un peu une pression vraiment du sommeil. C'est comme on garde vraiment un couvercle fermé, et comme ça, le soir, on l'ouvre, et là, en fait, on s'endort beaucoup plus facilement, quoi. Donc je conseille plutôt de se reposer, d'avoir du coup des moments de calme. Donc, on n'aura pas l'impression de se reposer autant que si on faisait une sieste, mais mine de rien, si, parce que quand même, le cerveau et le corps, finalement, vont se retrouver quand même dans le calme et vont quand même pouvoir se régénérer sans avoir le besoin de s'endormir, et que du coup, ça nuit au rythme, et que ça dérègle aussi le prochain cycle qui arrivera la nuit, quoi. Qu'est-ce que tu dirais aux patients qui ont des ruminations, qui tournent en boucle, des sujets de contrariété? Tout à l'heure, tu disais pour les personnes qui ont des traumas et donc du coup des cauchemars, des flashbacks, etc., tu leur proposerais de l'EMDR. Mais les personnes qui ruminent des problèmes qu'ils rencontrent, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Que là, en fait, c'est pas du coup le sommeil en lui-même qu'il faut travailler, mais plus le problème qui est lié directement, ce qui fait que le sommeil est mauvais. Donc c'est plus un travail là qui est à faire en thérapie
qui serait beaucoup plus intéressant et que de continuer du coup à faire une thérapie en rapport avec les problèmes, enfin les choses qu'on rumine sans cesse tous les soirs, quoi. Et aussi essayer d'avoir une autre vision aussi du sommeil et de nos croyances, parce que souvent, on rumine pas forcément nos problèmes, mais plus le fait que on va pas dormir, donc ce qui crée forcément un cercle vicieux, parce que si on pense au fait qu'on va pas réussir à dormir, bah forcément on n'arrive pas à dormir, et donc on dort mal, et qu'on se dit que le lendemain on va pas réussir à faire sa journée, et bah tout ça, c'est des ruminations qui gardent en fait le trouble du sommeil et qui en crée un autre en voulant l'éviter, quoi. Donc vraiment travailler en fait sur les pensées liées au sommeil, que si une nuit, parce qu'on a tendance à dormir 8 heures, et bah il y a une nuit qu'on va dormir 6 heures, ce n'est pas dramatique, parce que c'est quand même 6 heures qui sont faites, et que sans doute que dans ces 6 heures-là, on a très bien dormi en début de nuit. Et comme on l'a dit plus tôt, c'est en fait le début de nuit qui est le plus intéressant, parce que c'est là qu'il y a le sommeil lent profond, et c'est pendant ce moment-là que le corps se régénère vraiment, quoi. Donc vraiment essayer de relativiser un peu sur sa vision du sommeil et sa relation à celle-ci, quoi. Est-ce que ne pas dormir, ça peut provoquer la mort? Je pense que pour le coup, là, c'est plus sur le plan théorique et hypothétique, parce que j'ai pas d'éléments. Mais oui, je pense que ça peut apporter la mort, parce que si on ne dort pas, ça veut dire que on est quand même dans des conditions qui font qu'on ne peut pas du tout dormir. Parce que normalement, enfin, on tombe toujours de fatigue à un moment donné. Même si on va dormir quoi, peut-être qu'on va se dire une demi-heure ou une heure, ce sera quand même du moment où, enfin, ce sera des moments où on va dormir. Donc si on dort pas du tout, c'est qu'il y a des conditions extérieures qui rentrent en cause par rapport à ça. Donc sans doute des prises de stupéfiants qui font qu'il y a une impossibilité à s'endormir. Donc oui, là forcément, oui, c'est des éléments qui nuisent à la santé, et qui peuvent apporter la mort, quoi. Tu as réalisé des entretiens avec des patientes. Qu'est-ce qui a été important pour toi lors de ces entretiens que tu as réalisés? Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce qui t'a surpris? Enfin voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ce qui était important en fait pour moi, c'était déjà de leur fournir en fait des connaissances par rapport au sommeil, parce que c'est vrai que parfois on n'a pas forcément tendance à vraiment s'informer de ce côté-là, et surtout en fait essayer vraiment au maximum de dédramatiser le plus possible leurs croyances, et leur faire comprendre que certes il leur arrive ça, mais finalement c'est tout à fait normal aussi, quoi. Donc c'est ce que j'ai essayé à mon échelle de faire le plus possible aussi durant ces entretiens. Et elles ont été aussi très bénéfiques aussi pour moi, parce que ça m'a appris aussi à avoir finalement un premier contact aussi avec des patientes, parce que forcément, moi dans le cadre de mes études, on est beaucoup plus dans le théorique. Donc là, de rentrer plus dans la pratique, c'était très intéressant et très instructif. Et donc voilà. Et ça m'a permis d'apprendre plein de choses, et qu'il est important aussi de laisser les patientes s'exprimer en fait quand elles arrivent face à toi, et qu'elles ont un problème en particulier, de d'abord les laisser s'exprimer, et de après pouvoir les aider, et surtout faire un travail aussi en commun. Que certes, moi je peux leur proposer des choses, mais si forcément ce que je leur propose, elles le prennent juste, mais qu'elles font pas le travail derrière, on va pas non plus avancer. Donc ça aussi, ça a été des choses intéressantes aussi à visualiser et à mettre en œuvre, quoi. Voilà. Oui, effectivement, le travail thérapeutique, c'est bien un travail. Et comme tu as pu le voir, en fait, le patient doit se mettre au travail aussi. On n'est pas tout seul hein, dans la relation thérapeutique. Le patient a les clés souvent. Est-ce que tu as des références à nous conseiller, des lectures à nous conseiller, des sites internet à regarder ou voilà.
Oui, alors, je pourrais vous conseiller, le site de Morphée. Donc, c'est un site sur lequel, en fait, on retrouve différentes, pathologies, liées, au sommeil et aux différents troubles du sommeil. On y retrouve des articles et des outils aussi intéressants, par rapport à ça. Ce qui fait que, on peut s'informer, en fait, sur nos troubles et on peut aussi, du coup, trouver des outils qu'on peut mettre, en en place par nous-mêmes et qui peuvent aider. Et évidemment aussi, quand je veux dire mettre en place par nous-mêmes, c'est quand même important que, parce qu'il y a des protocoles en fait qu'on peut pas forcément, enfin qui sont pas faits pour tout le monde. C'est important que lorsqu'on a un suivi psychiatrique, d'en parler d'abord avec son professionnel de santé avant d'essayer tout protocole. Ce que je pourrais aussi vous conseiller, c'est le site, un site français qui recense toutes, enfin les différentes aussi insomnies qui sont présentes et qui là aussi ressemblent beaucoup au site Morphée, mais enfin c'est une, une ressource en plus et complémentaire surtout. Et du coup, dans les autres ressources aussi que je conseille, là c'est plus des ressources littéraires. Donc il y a Comment trouver le sommeil par soi-même de Sylvie Parola. Donc dans ce livre, c'est très intéressant parce que elle propose différentes, enfin, elle explique le sommeil, elle propose aussi différentes méthodes et outils pour pouvoir se réapproprier aussi son sommeil. Donc ça peut être une ressource intéressante à lire. Toujours dans les ressources du coup littéraires, il y a Bien nourrir son cerveau de Guillaume Font parce que donc tout à l'heure on a abordé le sujet donc de l'alimentation, comme quoi donc il fallait pas manger trop lourd avant d'aller se coucher. Et donc là, Guillaume Font, qui est enfin en fait dans ce livre, il fait de la psychonutrition. Donc parce que il nous explique très clairement que souvent, quand le cerveau a un trouble ou quand on est atteint de dépression, tout ça, ça veut généralement, c'est que le cerveau, en fait, il est en sous-nutrition. C'est qu'on l'alimente mal, en fait, d'une mauvaise manière. Donc là, en fait, il nous explique comment mieux nourrir son cerveau et les aliments qui seraient intéressants à, du coup, à ingurgiter. Et voilà. Et sinon, un autre livre, du coup, le dernier que je vous propose, c'est Le Petit Guide du sommeil de Nerina Ramlakan. Dans ce livre-là aussi, qui, est là, qui serait davantage vulgarisé comparé aux deux autres. Mais là aussi, du coup, on retrouve forcément une introduction au sommeil, à ce que c'est. Donc là, elle propose aussi des manières l'approprier de nouveau et des outils aussi pour mieux dormir et avoir moins de tracas par rapport à tout ça, quoi. Et sinon, une application qui est intéressante, c'est Petit Bambou. Donc sur cette application, en fait, il y a différentes choses qui sont proposées. Donc il y a des différentes sections de yoga, de méditation accompagnée et aussi de la respiration qui est proposée. Donc en fait, on suit, une animation et on respire en fonction, en même temps qu'elle, quoi. Donc c'est vraiment très intéressant aussi pour quelque chose à faire avant d'aller se coucher et pouvoir se mettre dans des bonnes conditions, quoi. Donc voilà ce que je pourrais proposer comme ressource. C'est quoi pour toi maintenant la suite? On arrive au terme de ce stage. Qu'est-ce qui t'attend après? Du coup, pour moi, là, je vais reprendre les cours. Donc là, je rentre en deuxième année donc de psychologie et je vais donc continuer sur mon cursus. Pour cette année, j'ai prévu déjà de valider la L2, ce serait une bonne idée, mais surtout à côté, j'aimerais bien faire un peu de bénévolat dans différentes associations qui me permettraient aussi toujours d'avoir plus d'éléments concernant la psychologie et de m'instruire toujours davantage. Et sinon, après, ce serait donc finir ma licence et passer au master après, quoi. Mais toujours continuer, c'est certain, dans la psychologie, quoi.
Ok, est-ce que tu as une idée de ton projet professionnel ou pas encore? Tu te laisses le temps de réfléchir? Alors j'ai déjà bien réfléchi, parce que, j'aimerais bien, travailler plutôt, au niveau de la neuropsychologie. Donc plus vraiment, travailler en lien avec, les pathologies, vraiment les pathologies qui ont un lien avec le cerveau. Donc, faire, vraiment des bilans par rapport à tout ça et surtout, en fait, ce que je souhaiterais, ce serait plutôt, travailler dans des milieux hospitaliers. Avoir mon cabinet, c'est pas forcément comme ça que je me vois travailler, mais plus vraiment, travailler, à l'hôpital avec une équipe, qui serait assez, pluridisciplinaire et pouvoir, avoir différents, professionnels, à mes côtés et apprendre, d'autres choses qui sont pas forcément que, en lien aussi avec, la psychologie, quoi. Je te remercie d'avoir participé à ce podcast et puis merci aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir écoutés. Je te souhaite une bonne chance pour la suite et du courage pour ta rentrée scolaire. Et ben merci beaucoup à toi, Emmanuel, déjà pour l'invitation et merci à vous, de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez appris, plein de nouvelles choses. C'était un plaisir. Nous arrivons au terme de ce premier épisode consacré au sommeil. Nous avons vu combien il est essentiel pour la régulation de nos émotions, pour la mémoire, pour notre santé psychique et physique. Nous avons aussi compris que lorsque le sommeil est perturbé, c'est tout notre équilibre intérieur qui en souffre. Prendre soin de son sommeil, ce n'est pas seulement chercher à dormir plus, c'est aussi cultiver un rapport plus apaisé au corps et au temps de repos. C'est accepter que la nuit est un espace de régénération indispensable à la vie psychique. Je vous invite à la suite de cet épisode à observer vos propres habitudes de sommeil, vos rituels du soir, la qualité de vos réveils, la place que vous donnez au repos dans vos journées. Peut-être y a-t-il déjà un petit changement que vous pourriez mettre en place. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Pulse ta vie. En attendant, je vous souhaite de belles nuits régénératrices. Merci d'avoir vibré avec nous. À la prochaine pulsation. Pulse ta vie est un petit podcast local, simple et sans prétention, mais toujours de qualité, pour créer votre équilibre au quotidien et explorer votre corps, votre esprit, vos émotions et votre environnement. Chaque épisode vous donne des clés pour nourrir votre vitalité et faire pulser votre mieux-être en complément des séances de psychothérapie. Installez-vous, respirez et pulse ta vie.